Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières vidéos, on a parlé du principe de récupération en mémoire. On a vu que lorsqu'on fait ce travail de s'entraîner, de s'exercer à se souvenir de quelque chose, ça renforce les connexions neuronales et en plus ça active des régions clés liées à l'apprentissage. Donc ces effets sur le cerveau suggèrent une certaine efficacité, mais à quel point la mise en application de ce principe est efficace et peut favoriser l'apprentissage, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il existe des études qui ont essayé de répondre à cette question. S'entraîner à la récupération en mémoire, est-ce vraiment efficace? Une première de ces études-là a examiné l'évolution du pourcentage de rappel et d'apprentissage en fonction du nombre de récupérations en mémoire. Et sans trop de surprise, on remarque une progression. Une progression qui va de environ 15 à 20 % après une récupération en mémoire jusqu'à un taux de rappel d'environ 100 % après 8 récupérations en mémoire. En passant, le nombre précis de récupérations en mémoire qu'il faut dépend du contenu d'apprentissage. Donc ici, il ne faut pas le voir comme un absolu, là, mais comme plutôt un résultat qui donne un ordre de grandeur. Donc, premier aspect intéressant, cette évolution de l'apprentissage au cours de cet entraînement à la récupération en mémoire. Mais un deuxième aspect particulièrement intéressant, je vous dirais, dans ces données-là, concerne les barres verticales. Les barres verticales qui sont observées ici mesurent à quel point il y a des différences d'un apprenant à l'autre. Par exemple, après 3 récupérations en mémoire, en moyenne, les apprenants ont un taux de rappel d'environ 50 %, mais certains individus ont un taux de rappel inférieur, de l'ordre de 30 %, et d'autres individus ont un taux de rappel supérieur, on parle de 70 à 75 %. Donc, des écarts importants d'un apprenant à l'autre. Mais ces écarts-là, au cours des différentes récupérations en mémoire, se rétrécissent progressivement. Autrement dit, l'écart entre les apprenants qui sont plus performants et moins performants se rétrécit. Et ça, je dirais, c'est un aspect particulièrement intéressant. Parce que quand on veut favoriser l'apprentissage, on veut favoriser l'apprentissage de tous les élèves, évidemment, et c'est ce qu'on observe ici. Mais on veut que de façon précise, les élèves ou les apprenants qui ont plus de difficultés puissent s'améliorer, puissent rejoindre les apprenants qui ont moins de difficultés. Et c'est précisément ce qu'on observe. Donc, c'est un avantage notable que de faire suffisamment ce travail de récupération en mémoire parce qu'il favorise l'apprentissage en général, mais peut contribuer aussi à la réduction des écarts observés d'une personne à l'autre, et donc contribuer d'une certaine façon à l'égalité des chances. Pour que chaque élève ait sa chance, l'une des choses qu'on peut faire pour aider les élèves qui ont plus de difficultés, c'est justement cet entraînement à la récupération en mémoire. Donc, résultat intéressant, une diminution de la variabilité d'une personne à l'autre est observée au cours de cette progression des différentes récupérations en mémoire. C'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, je vous dirais, c'est de comparer l'efficacité relative de l'entraînement à la récupération en mémoire par rapport à autre chose. Et il y a des études qui l'ont fait. Il y a plusieurs études qui l'ont fait. Je vous en présente une. Okay? Dans cette étude, on a divisé les apprenants en 3 groupes. Premier groupe, on leur a donné 8 périodes pour étudier un certain contenu d'apprentissage. Deuxième groupe, on leur a donné 6 périodes pour étudier ce contenu-là. Donc, 2 périodes de moins, parce qu'en fait, les 2 périodes étaient consacrées à des tests, à des périodes de récupération en mémoire, en fait. Mais ces périodes de récupération en mémoire prenaient la forme de tests. Donc, on posait des questions, les gens essayaient de se souvenir et essayaient de répondre aux différentes questions. Donc, c'était vraiment des exercices de récupération en mémoire. Et dans le troisième et dernier groupe, les gens avaient seulement 4 périodes d'études parce que 4 périodes étaient consacrées à de la récupération en mémoire. Donc, autrement dit, tous les groupes ont 8 périodes, mais ce qu'on fait à l'intérieur de ces périodes-là va varier. Certains groupes auront plus de récupération en mémoire que d'autres. Quel est l'impact sur l'apprentissage? Si on a 8 périodes d'études, dans cette étude-là, ça donnait à la fin un taux de rétention, d'apprentissage de 17 %. Dans le deuxième groupe qui a eu un peu moins d'études, mais des périodes de récupération en mémoire, on observe un gain de 25 %.
Et dans le dernier groupe, celui qui a eu le moins de temps pour étudier, mais aussi celui qui a eu le plus de temps pour récupérer en mémoire, on observe un taux de rétention, d'apprentissage de 39 %. Donc, un avantage notable. Donc, si on a à choisir entre étudier, réétudier, ou étudier et faire l'effort de se souvenir et de récupérer en mémoire, cette deuxième option est clairement plus efficace. Comme je vous le mentionnais, il y a plusieurs études, il existe en fait des centaines d'études qui démontrent l'efficacité de cet entraînement à la récupération en mémoire. Quand il y a plusieurs études, vous en doutez, il y a des méta-analyses qui ont été faites, des synthèses statistiques de plusieurs études pour voir à quel point c'est efficace. Et c'est justement la question qu'on se pose. Donc, dans cette méta-analyse, on a observé, on a mesuré l'ampleur de l'effet. Je vous rappelle que l'ampleur de l'effet, s'il est au-delà de 0,4 en éducation, c'est bon signe. C'est la preuve que cette approche est particulièrement efficace. Et ici, on a le nombre d'études, ou si vous préférez, le nombre de comparaisons, le nombre de tailles d'effets qui a été mesuré dans les différentes études. Et là, on fait en quelque sorte un regroupement de tous ces résultats statistiques-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'en général, un bon nombre d'études a trouvé une ampleur de l'effet de l'ordre de 0,74. Certaines études ont trouvé plus, mais elles sont moins nombreuses, et certaines études ont trouvé moins, mais elles sont moins nombreuses également. Et j'aime bien ce schéma-là parce que ça met bien en évidence qu'il ne faut pas se fier à une seule étude, parce que certaines études divergent, disons, par rapport à la tendance générale. La tendance générale, c'est une taille d'effet autour de 0,74. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines études ont trouvé un effet négatif à la récupération en mémoire. Un effet négatif signifie qu'on aurait été mieux de ne pas faire de récupération en mémoire parce que ça l'a nuit aux apprentissages. Et là, c'est un peu surprenant comme résultat, vous me direz, mais c'est important de regarder ce qui a été fait à l'intérieur de chacune des études. Et on se rend compte que souvent, les études qui montraient que la récupération en mémoire était moins efficace, ce sont des études où les gens ont récupéré en mémoire une information erronée sans le savoir. Donc, ils ont activé une erreur dans leur cerveau et ils l'ont possiblement activée à plusieurs reprises. Ça a renforcé leur erreur et ça ne contribue assurément pas à l'apprentissage, cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'on observe une taille d'effet négative. Mais somme toute, une taille d'effet intéressante. Au-delà de 0,4, on considère que l'effet est élevé et donc on devrait utiliser l'approche pédagogique qui est préconisée par cet aspect-là, dans ce cas-ci la récupération en mémoire. Et pour la récupération en mémoire, on obtient une taille d'effet de 0,74. Donc nettement plus élevé que la taille d'effet moyenne de 0,4, une taille d'effet de 0,74. C'est en fait l'une des tailles d'effet les plus élevées qu'on peut observer en éducation. En tout cas, à ma connaissance, c'est la taille d'effet la plus élevée liée à un type précis d'activité ou d'exercice qu'on peut faire. Bref, ça vaut vraiment la peine de ne pas négliger l'intégration de périodes de récupération en mémoire dans sa planification d'apprentissage. Pour en savoir plus sur l'efficacité de cette récupération en mémoire, vous pouvez jeter un coup d'œil aux pages 70 à 74 de cet ouvrage Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner. À partir de la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux stratégies de mise en application de cette récupération en mémoire. Comment on fait pour le faire, de quelle façon c'est le plus efficace, et la première stratégie que je vais vous présenter, je dois vous avouer, c'est peut-être la stratégie la plus controversée. Okay? C'est une thématique qui, lorsqu'on l'aborde en éducation, soulève des passions et des critiques. Donc, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, vous serez prévenu de l'arrivée de cette nouvelle vidéo. Et si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours les laisser sous la vidéo. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.